fidèles téléspectateurs, chers internautes de PIC Gambia Télévision, bienvenue dans cette émission PIC Historia. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir sur ce plateau l'initiateur, le concepteur du projet de l'ISTI. Il est le premier Africain francophone diplômé de l'école supérieure de journalisme de Lille en France ayant suivi le cycle complet de formation, l'unique directeur général de 1973 à 1996 et premier recteur de l'IFASI de 1996 à 1997. Professeur Malembe, vous aviez fini vos études en journalisme en France, en Lille, et aussi entamé d'autres études à l'Université catholique de Louvain en relations internationales, l'anthropologie appelée à l'époque l'ethnologie. Pouvez-vous nous raconter cette petite histoire 64 à l'Université de Lovanium, actuellement Niki? Nous étions, je n'étais pas les premiers francophones, nous étions 3 francophones de la même promotion. Mais le seul avantage que j'ai eu par rapport aux autres, c'est que j'étais le premier à défendre, n'est-ce pas, à terminer tous les 6 pays compris le mémoire. Donc je suis parti avant mes amis Angelbert Kokpor et Bayo Karamoko, Guinéens, ont présenté leur mémoire après nous. Et comme vous avez dit, je suis allé à Louvain parce que le climat politique de Congo ne permettait pas le meilleur exercice du métier de journaliste. La politique était très tendue, il y avait une forte tension entre la presse et les dirigeants politiques de l'époque. Et l'école m'avait conseillé de rentrer au cours. L'école a estimé que c'était très risquant d'appliquer, avant que l'Afrique s'adapte aux réalités européennes, il faut que vos alliés, n'est-ce pas, puissent faire cette. Voilà. Et donc, je suis allé à Louvain. J'ai passé 2 ans. Comme j'avais déjà un diplôme universitaire, j'étais arrivé directement au centre. De l'année 64, Moïse Tchombe, alors chef de l'exécutif à l'époque, signe un accord de coopération avec les Français et dans cet accord se retrouvent notamment des questions médiatiques. Quel était le contenu dans cet accord médiatique? Des coopérations signées entre Moïse Tchombe et la coopération française. Et dans cet accord, il y a un espace qui était réservé aux médias. L'accord prévoyait la modernisation et l'équipement, n'est-ce pas, de l'espace médiatique congolais. Donc, en 1964, dans le secteur des médias. Et on a commencé alors, à ce moment-là, à recruter des gens pour envoyer en France, pour faire des stages de 2 mois, de 3 mois, de 4 mois, de 5 mois, et voire, n'est-ce pas, de 18 mois. Vous étiez parmi les stagiaires? Non, je n'étais pas parmi les stagiaires. Parmi les stagiaires les plus connus, c'est Kitutu Oleantois. Kitutu Oleantois fut parmi les premiers bénéficiaires, n'est-ce pas, de cet accord, n'est-ce pas, de coopération. Ah, c'est Kitutu Oleantois. Kitutu Oleantois. Moi, j'ai fait la formation normale, n'est-ce pas, je n'étais pas stagiaire. J'avais terminé les études de journalisme, j'avais terminé les relations internationales, l'anthropologie, et j'étais à l'Union européenne, successivement comme journaliste, stagiaire pendant 5 mois, ensuite comme journaliste pigiste, mais permanent à l'Union européenne pendant 4-5 mois. Au mois d'août 1900, Française de coopération vous a recruté pour installer la télévision qui fut d'ailleurs inaugurée le 23 novembre 1966. Vous étiez surpris d'apprendre cette nouvelle? La mission française est venue me recruter à l'Union européenne au moment où ma situation avec l'université de Kinshasa, Lovanium, était déjà régularisée et que je devais me rendre soit à Montréal, à l'université McGill, soit à Madison, soit, n'est-ce pas, à Berkeley aux États-Unis. Je devais me rendre dans l'une de ces
3 universités au mois de janvier 1966. Mais j'étais à l'Union européenne et je me préparais, j'étais à l'Union européenne, je me préparais à me rendre aux États-Unis dans le cadre, n'est-ce pas, de mon assistanat à l'université de Kinshasa, quand M. Gaillard, qui était le directeur de programme de la mission française de coopération radiophonique, est arrivé à l'Union européenne, qu'on appelait à l'époque marché commun ou communauté économique européenne. Et il est venu me proposer de rentrer au Congo, qui commençait une nouvelle ère dans le domaine de la communication. Et qui a fait des études de communication parce que les Français ne voulaient pas rester seuls dans cet espace, dans cette bureau. Vous avez créé une école supérieure des journalistes. 3 mois après, cette école a cessé de fonctionner. Qu'est-ce qui c'était à la base de cette cessation? Oui, en 1966, j'étais là, à la télévision. Et d'ailleurs, les travaux de la télévision avaient été suspendus parce qu'il y avait une tension entre Américains, Belges, Français au sujet de l'occupation médiatique de l'espace congolais entièrement par la coopération française. Et il fallait d'abord régler le problème des relations entre ces 3 puissances européennes et on avait suspendu nos travaux. Alors j'ai conçu le projet de création de l'école supérieure de journalisme que j'ai mis en marche, en mouvement, et j'ai eu Victor. C'est un Victor qui était conseiller, n'est-ce pas, au ministère de l'information à l'époque. Et nous avons marché à 3. Avant de créer cette école, avez-vous signalé les autorités? Non, c'est une décision que j'ai prise comme ça, en observant la situation médiatique, n'est-ce pas, RDC. J'avais pensé que, n'est-ce pas, il fallait une formation. Je n'ai pas consulté M. Kandé, Jean-Jacques Kandé, qui était à l'époque haut commissaire à l'information et au tourisme. Je n'ai pas pu contacter avec lui. J'ai démarré, j'ai lancé seul le projet dans les locaux du ministère. Quels ont été les résultats de votre gestion à la tête de cette école? Quand toutes les universités du Congo et tous les instituts supérieurs du Congo ont fusionné dans un ensemble unique appelé l'Université nationale du Congo. Et les sciences sociales ont été transférées à Lubumbashi. Comme j'étais professeur des sciences sociales, à Lovagnon, j'étais transféré à Lubumbashi. Et j'ai trouvé là-bas à Lubumbashi une école appelée l'école de journalisme et d'attaché des presses, qui n'était pas vraiment une école universitaire. C'était ce qu'on appelait à l'époque extension universitaire, qui faisait en quelque sorte la liaison entre la société et l'université. Les conditions n'étaient pas les conditions académiques, c'est une extension, une sorte d'un long stage, où il y avait très peu d'enseignement de communication. Il n'y en avait pas. Il y avait la culture générale, beaucoup d'enseignements généraux, mais il n'y avait pas de culture journalistique. Et quand je suis arrivé, cette école était là déjà depuis le 68 ou 69, était dirigée par un Syrien, M. Kidaï. M. Kidaï dirigeait cette école. Et quand il a appris qui demandait de prendre l'école, de l'organiser, j'ai pris l'école et j'ai mis fin à cette école. J'ai présenté un autre projet au vice-recteur Ngoma, qui l'a accepté, qui l'a appuyé, et nous avons mis sur pied les départements du journalisme, qui va se transformer en département des sciences de l'information, que j'ai dirigé. Voilà, j'ai dirigé ce département pendant presque 2 ans. Le commissaire d'État à l'orientation nationale, M. Dominique Sakombi Inongo, est à Lubumbashi. Nous sommes le 22 octobre 1972, si je ne me trompe pas. Au cours d'une réunion, vous lui avez présenté les projets de la création de l'Institut des sciences et techniques
de l'information ISTI, en présence de plusieurs autorités, entre autres M. Landou Moussala Kassa, M. Malanda Mamongo, etc. Quelle a été la réponse du ministre? J'ai présenté les projets à M. Chaminade. M. Chaminade était le conseiller du ministre, le conseiller le mieux écouté du ministre. Il était également le chef de la mission française de coopération radiophonique. J'ai connu la mission française de coopération radiophonique entre 1965 et 1967, parce que c'est cette mission qui est venue me recruter en Belgique pour travailler avec elle. Et j'avais laissé des relations quand j'ai démissionné, n'est-ce pas, de mon poste de rédacteur en chef de la télévision, n'est-ce pas, j'ai gardé de bonnes relations. Quand l'idée m'est venue de créer l'Institut du style, j'ai eu des difficultés, n'est-ce pas, à convaincre les autorités de l'éducation nationale. Je suis allé en parler à mon ami M. Chaminade. Et il a trouvé l'idée géniale. Il m'a dit, mais au lieu de former les gens en France, en stage, mieux vaut les former carrément, n'est-ce pas, au pays. Alors, si vous tenez à cela, écrivez à M. Sakombi, je vais appuyer, n'est-ce pas, votre demande auprès de M. Sakombi. J'ai écrit à M. Sakombi. J'ai remis la lettre à M. Chaminade. Et M. Sakombi a renvoyé ma lettre à M. Chaminade pour avis et considération. Et il a demandé à monsieur, en apportant ma lettre, de les annotations du ministre. Nous sommes venus et il m'a dit qu'il a appuyé l'idée. Il a appuyé cette idée-là, mais que je devais faire plus, maintenant faire un travail définitif. Présenter un projet définitif. Il m'a parlé de la visite de Sakombi. Je l'ai rencontré au guest house de la Jikamine vers les 10 heures. Il était accompagné, n'est-ce pas, de M. Landou et Mavungo, qui étaient ses conseillers. L'entretien n'a pas duré longtemps, moins de 10 minutes. Je devais le convaincre, parce que les autorités de l'éducation nationale n'avaient pas accepté mon projet. J'estimais que ce n'était pas nécessaire. Il y avait le département de communication sociale à Lovagnon. Il y avait un autre département que je dirigeais à Louvagie. Ce n'était pas nécessaire d'envisager la création de notre État. Donc le ministère avait refusé. Mais moi, je tenais à revenir à Kinshasa. Et pour cela, il me fallait quelque chose à Kinshasa. Et j'ai donc discuté avec M. Chaminade. Et M. Chaminade devait m'appuyer auprès du choix. Alors, si je dois dire quelque chose, c'est que je suis l'initiateur du projet, le concepteur du projet. Mais ces projets n'auraient pas vu les jours s'il n'y avait pas deux appuis. L'appui d'abord, l'appui principal, c'est l'appui diplomatique, incarné par M. Chaminade, chef de la mission française de coopération radiophonique. C'est Jacques Chaminade. Jacques Chaminade. C'est le principal appui, celui qui m'a accompagné pendant plusieurs années. Et le deuxième appui, c'est l'appui politique, qui a dû casser tous les obstacles, franchir tous les obstacles, et imposer les projets aux autorités de l'éducation nationale. C'est l'appui politique, c'est M. Sakombi. Donc ce sont ces deux personnes qui sont les parrains, n'est-ce pas, de l'Institut des sciences techniques de l'information, dont je suis le concepteur, l'initiateur, tout ce que je veux. Le 28 mai 1973, c'est la date de la création de l'ISTI. Au cours de la session du Conseil de l'administration de l'Université nationale du Zaïre, NASA, présidée par M. Oumbadi Biteti. Comment pouvez-vous expliquer les sentiments que vous aviez à cette époque? Un grand moment, quand Mosele Chibango, qui était le principal opposant au projet,
qui n'avait jamais voulu me recevoir pendant les 2 années de démarche. Après avoir rencontré M. Sakombi Nongo, à ma demande, sur ma suggestion faite à M. Sakombi, et qu'il a accepté le projet, mais Monseigneur Tchibango, qui était le recteur de l'Université nationale du Zaïre et qui était le secrétaire permanent de l'université du conseil d'administration, m'a envoyé un messager pour me dire voilà, le conseil d'administration va se réunir le 28 mai et que je dois me préparer maintenant pour présenter mon projet à ce conseil d'administration. Et le 28 mai, je me suis présenté devant les membres du conseil d'administration. Je n'étais pas sûr que le projet allait passer, parce qu'il y avait aussi un grand opposant, Papa Iléo Amba. Papa Iléo était opposé, n'est-ce pas, à ces projets. Non pas que le projet n'était pas intéressant, mais parce qu'il n'aimait pas le ministre de l'information, M. Sakombi, qui était le chantre de l'authenticité, qui soutenait l'idée de Mobutu en ce qui concerne la débaptisation, n'est-ce pas, de nos chrétiens, n'est-ce pas. Et Papa Iléo était un peu sous tension avec les autorités politiques. Mais il était très puissant. C'était le plus grand leader de l'Équateur. Et que Mobutu respectait et craignait également. Donc, je n'étais pas sûr que le projet allait passer. Personne n'était sûr que le projet allait passer. Mais je suis parti, on me dit qu'il est tombé malade. Alors c'est le vice-président Ombadi Lotete, n'est-ce pas, qui a présidé la séance. Or, M. Ombadi Lotete était un grand ami de M. Sakombi. Donc, c'est lui qui m'a accueilli en tant que président de séance et avec lequel je me suis entretenu devant tous les membres du conseil d'administration. C'est lui qui a posé les principales questions. Fidèles téléspectateurs, chers internautes, vous venez de s'ouvrir là l'historique de la création de l'ISTI à l'époque aujourd'hui IFASIC par son concepteur et l'initiateur, professeur émérite Malembe Tamandjai. Je voudrais d'abord préciser que la naissance a été très très difficile. Parce que quand j'ai défendu le projet, je suis parti, le conseil d'administration a décidé après moi. Le conseil d'administration a décidé d'instaurer au sein de cet institut un seul cycle, les gradués. Pas de deuxième cycle. Ce n'est que le 25 août, quand j'ai pris connaissance de la décision du conseil d'administration, que je me suis battu, que j'ai poussé Sakombi à réagir. J'ai fait la lettre au conseil d'administration, j'ai donné à Sakombi de signer parce que Sakombi était le parent politique. Pour refuter, pour accepter, pour remercier les conseils d'administration, en même temps pour rejeter certaines positions du conseil d'administration. Et de cette discussion entre moi et les techniciens du conseil d'administration est sortie la décision du 25 août 1973 qui organise l'ISTI en 3 cycles facultaires, graduat, licence et doctorat. Et donc nous avons, n'est-ce pas, démarré l'ISTI en tant qu'institut facultaire avec 3 cycles. Le comité de gestion était composé d'un représentant de l'éducation nationale, qui était le premier personnage, et ce représentant s'appelait Malembe Tamandjai. Pas Paul, hein? Malembe Tamandjai. Malembe Tamandjai. Il représentait l'éducation nationale. C'est un professeur de faculté et l'initiateur du projet. Le deuxième personnage, car nous étions à 3, représentait la coopération française. Monsieur Jean-Paul Gauche. Il représentait la coopération française parce que c'est la coopération française qui allait prendre en charge l'aspect pédagogique en mettant à
la disposition de l'IFACI ces techniciens et en donnant également des bourses d'études à l'IFACI pour préparer la formation des journalistes. Et enfin, la troisième personne, c'était, n'est-ce pas, Doula Mangembesi, qui représentait les bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds, c'était le ministère de l'Information. Voilà donc qu'on était représenté, n'est-ce pas, le comité de gestion de l'IFACI. Quel a été le mouvement au sein de l'Institut à ce jour? Il y avait engouement des étudiants qui devraient étudier pour la première fois le journalisme au Congo dans un cadre de formation approprié. Il y avait beaucoup de candidats et nous étions très stricts. Je tenais à la rigueur. J'avais les principes de l'école supérieure du journalisme de Lille. Je ne voulais pas avoir trop de monde, mais il y avait beaucoup de demandes. Il y avait beaucoup de demandes, beaucoup de candidats. Et j'ai obtenu du ministère de l'Information les bourses pour organiser le recrutement dans tous les chefs-lieux de province. J'ai dû envoyer des gens un peu dans chaque chef-lieu de province pour le recrutement qui devait se faire le même jour sur l'ensemble du territoire national. Et ceux qui avaient réussi sont venus à Kinshasa pour l'oral, qui était aussi éliminatoire. Et nous avions plus de 600 candidats et nous avons retenu entre 24 et 28 candidats. C'est avec ces jeunes gens, dont les Ekambo, les Mpoyi, n'est-ce pas, les Moulango, que nous avons démarré la première année académique de l'IFACI, inaugurée à la RTNC de Genève, en présence des autorités politiques du pays, dont M. Bisengemana, le directeur du cabinet du chef de l'État, qui a en fait joué le rôle du Premier ministre. Il y avait le recteur de l'Université nationale du Zaïre, qui représentait les conseils d'administration. Il y avait tous les journalistes et des grands professeurs que j'avais recrutés. J'avais recruté des grands professeurs. Mais quand l'ISTI vit le jour en 1973, vous devriez s'appuyer sur un corps enseignant. Avez-vous connu des difficultés pour les enseignants? Non, je n'ai pas connu de problème parce que j'avais eu tout le temps de préparer ça mentalement, intellectuellement. Depuis ma rencontre avec M. Sakombi à Lubumbashi, le 22 octobre 1972, j'ai acquis la conviction que les principaux obstacles élevés et que M. Sakombi étant très puissant politiquement, allait éliminer ça, allait s'opposer, allait écraser la décision de Papa Idéo et tout ça. Et donc, mentalement, je me suis préparé, j'ai organisé l'établissement mentalement intellectuel. Et donc, je n'ai pas eu de problème parce que je connaissais beaucoup de professeurs. Pour la culture générale, j'avais les collègues de Lubumbashi, les collègues de l'UNIKIM, les collègues de l'IPEN. Pour la culture générale, des grands professeurs. Et pour l'aspect technique, professionnel, moi-même j'étais là. Et il y avait toute la mission française de coopération radiophonique. En 1964-65, la France a affecté dans les médias congolais, n'est-ce pas, ces sujets des Français, des journalistes français, des grands journalistes français, comme conseillers. Et quand on a créé l'IFACI, j'ai demandé que ces conseillers qui étaient affectés aux entreprises de presse soient tous transférés à l'IFACI comme professeurs. Ils sont tous venus. Il y a eu des problèmes parce que la plupart n'étaient pas des universitaires au complet, n'est-ce pas? C'était souvent des gens qui avaient terminé leurs études secondaires. Il y a eu à peine 2 ou 3 journalistes universitaires, mais qui avaient une grande expérience professionnelle. J'ai recruté ces Français, sont venus travailler avec moi pour l'aspect technique, n'est-ce pas,
et professionnel. Et alors pour tout ce qui était culture générale, j'ai fait appel à mes collègues congolais, aux professeurs de l'Ovanium, aux anciens professeurs de l'Ovanium, aux professeurs de Lubumbashi, aux professeurs de l'UPEC. Et c'est ainsi que nous avons décollé. Au contraire, les professeurs voulaient, beaucoup de professeurs voulaient venir pour l'université. Il y a eu une lutte. Je devais choisir, la décision était très très difficile. Parce qu'il y avait les professeurs de l'UNIKIN pour un même cours. J'avais le choix entre 3 ou 4 professeurs. Le choix était très très difficile. Il y avait une forte pression sur moi. Et il y avait des choix que je rejetais, des propositions que je rejetais. Des très très bons professeurs. Donc j'ai fait appel pour l'enseignement technique aux professionnels français. Mais j'ai également recruté des professionnels congolais. Des gens comme les Talangai, pour tout ce qui était cinéma, les Kitenge, qui sont venus comme les intervenants. Parce que j'estimais que l'école que je venais de créer était à la fois une école professionnelle, une école technique et un enseignement universitaire. Et donc il fallait combiner les deux corps enseignants, les corps enseignants des cultures générales et les professionnels des médias eux-mêmes. Ils devaient travailler ensemble. Et j'ai obtenu franchement de très très bons résultats. Et comment vous dispensez les cours à cette époque-là? Il y avait combien des auditoires? Non, mais à l'époque, j'avais la première année de graduat. Les locaux sont là. Ces locaux appartenaient au syndicat chrétien catholique de Belgique, qui coopérait avec le syndicat chrétien du Congo, c'est-à-dire avec des gens comme des Boboliko. Et en 1971, quand on a créé l'UNASA, ils ont fermé l'Institut supérieur d'enseignement social, qui fonctionnait là où nous sommes. Et j'ai alors signé, n'est-ce pas, un contrat de location avec M. Van Boll, qui était là, qui représentait les syndicats chrétiens belges. Le premier niveau dans les bâtiments à droite, à gauche quand vous entrez, fonctionne l'école sociale actuelle. Et nous avions occupé les appartements, là où se trouve le bureau du recteur, le bureau du secrétaire général, l'académie. Nous avons construit quelque chose, n'est-ce pas? Les bâtiments qu'on a transformés en bâtiments d'étage, n'est-ce pas? C'est nous qui avions construit. Et donc, ce n'était pas très très compliqué parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'étudiants. L'espace était là. Ça correspondait au nombre d'étudiants. Donc, nous n'avions pas eu beaucoup de problèmes, n'est-ce pas, pour fonctionner avec nos étudiants. Parce que les classes, les promotions s'est créées progressivement. Nous avions commencé par la première année et la première licence. Parce que je suis venu avec mes étudiants de Lubumbashi qui ont commencé la première licence. Et donc il n'y avait que 2 promotions, 2 classes. La première année avec 24 ou 28 étudiants et puis la première licence avec 12 étudiants. Et nous avons évolué progressivement jusqu'à fonctionner normalement, jusqu'à mon départ. Par rapport à cet espace-là que vous avez loué de l'Institut supérieur d'enseignement social, qu'avez-vous pas pensé aux générations futures? Si, dès 1974, janvier 1974, non, même avant janvier 1974, dès l'annonce de la création de l'UFACIC, j'ai entrepris les démarches pour que cet établissement soit propriétaire. Et j'ai trouvé 2 grands espaces, n'est-ce pas, en ville. N'est-ce pas? On m'a proposé ces espaces à 150 000 zaïrs, c'est-à-dire 300 000. J'ai fait des propositions au rectorat de l'enseignement supérieur qui a communiqué ces propositions au ministère de l'information. Malheureusement, je ne sais pas comment les choses avaient évolué entre les grands. J'ai fait des propositions.
Mais j'ai entrepris d'autres démarches. Je suis allé à la première mois à Lovagne, qui était directeur du bureau de l'urbanisme. Il m'a proposé les terrains qui se trouvent entre la RDNC et Pain-Victoire. Tout cet espace, c'est l'espace appartenant à l'IFASIC. Et les Français, à la demande de M. Sakombi, étaient prêts à financer la construction, la mise en valeur de cet espace pour une valeur de 24 millions de dollars. Nous avons tous les documents. Mais il y a eu des problèmes par la suite, tension entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Communication. Parce que le ministère de la Communication estimait que, étant donné que celui qui finance le projet, celui qui est le propriétaire de ce projet, le ministère de l'Éducation nationale estimait qu'il n'avait pas qualité d'organiser l'éducation. C'est lui qui avait cette compétence. Alors, pour mettre cours aux discussions, le ministère de l'Éducation a écrit au ministère de l'Information pour mettre fin à la mainmise du ministère de l'Information sur l'IFASIC. Alors le ministère s'est retiré, le ministère de l'Information est parti avec les 24 millions qui étaient destinés à la mise en valeur, n'est-ce pas, de l'IFASIC. Donc nous avons perdu l'IFASIC depuis. Quelle a été la raison de cette rétoponymisation? J'étais obligé de prendre cette décision. J'étais obligé. Parce que en 1990, on a mis fin, les Blancs sont tous partis, les coopérations. On a inventé l'affaire de massacre de Lubumbashi pour casser le Mobutu. Et les Blancs ont mis fin à leur coopération. Il n'y avait plus de bourses pour envoyer les jeunes gens, n'est-ce pas, faire le doctorat en Belgique ou en France ou au Canada. Alors j'avais là des tas d'assistants qui vieillissaient. Qu'est-ce que j'allais faire de ces jeunes gens? J'avais entrepris des démarches pour ouvrir un département du 3e cycle à l'UNIKIL. Parce qu'en 1981, quand l'UNASA a été cassé, quand on est revenu à l'ancien système, c'est-à-dire à l'indépendance des universités, des entités, n'est-ce pas, on a supprimé le 3e cycle à l'IFASIC. On a dit que l'IFASIC allait fonctionner comme un institut supérieur et qu'il n'avait pas qualité d'organiser les doctorats. Et que désormais les doctorats en sciences de l'information et de la communication allaient être organisés par les universités. Or, il n'y avait aucune université capable, techniquement, scientifiquement, d'organiser le 3e cycle en sciences de l'information. J'ai essayé d'organiser cela à l'UNIKI. Mais l'UNIKI a posé des conditions, à savoir qu'il fallait autant de professeurs pour offrir un département du 3e cycle. Donc, nous n'étions pas nombreux en sciences de l'information, les gens qui maîtrisaient les sciences de l'information. Je venais à peine d'avoir Ekambo, Okomba était déjà là, pour 4 ou 5, et l'université exigeait que je transfère tous ces professeurs à l'UNIKI. J'ai refusé. J'ai dit non, je les ai formés pour les FASIC, non pour l'UNIKI. Je refuse. Et finalement, j'ai dû me débrouiller pour que l'IFASIC récupère le 3e cycle qui avait été créé le 25 août 1973 et qui a été amputé en 1981. J'ai lutté et finalement j'ai obtenu gain de cause. J'ai obtenu gain de cause grâce aux états généraux de l'éducation qui étaient organisés en 1995 en phase préparatoire et en 1996. Donc j'ai eu des complicités parmi les participants aux états généraux. Beaucoup, d'abord j'étais les doyens en tant que directeur, en tant que chef d'établissement, j'étais
les plus anciennes autorités académiques. Et donc j'étais connu, je connaissais tout le monde me connaissait. Et j'ai demandé aux gens de soutenir les combats que j'allais mener, c'est-à-dire de récupérer les classiques. Nous citons dans cette émission, professeur Malembe, êtes-vous satisfait de vos 24 années passées à la tête de cette institution? Il y a eu des moments de joie, il y a eu parfois aussi des moments de désespoir. La plus grande tristesse que j'ai eue, c'était en 1975, quand les relations entre, n'est-ce pas, quand le ministère de l'Éducation nationale a mis fin aux relations entre l'ISTI et le ministère de l'Information. Il y a une lettre de Mapolia qui a pris cette décision, qui a communiqué cette décision. C'était un moment pénible parce que nous allions fonctionner comme tous les autres établissements de l'enseignement supérieur avec un petit budget de l'éducation nationale. Alors que dans le cadre de l'information, nous avions beaucoup de possibilités. Ça a été un coup très très dur. Mais en dehors de ça, on a passé de bons moments. Et l'IFASIC a joué un rôle majeur, non seulement pour le système éducatif, mais pour la promotion de la politique de la communication UNPC. Les gens ne savent pas quel est le rôle que l'IFASIC a joué pour la promotion de la presse congolaise. C'est un rôle majeur, déterminant. De bons souvenirs gardez-vous toujours de l'IFASIC? Oui, je garde de bons souvenirs, c'est-à-dire que la plus grande satisfaction que j'ai eue, c'est en 1974, au mois d'août 1974. Jusque-là, tous les discours du ministre de l'Information étaient faits par des coopérants français. C'était des discours techniques. Mais au mois d'août, toute la coopération française était en congé. On devait procéder à l'inauguration de l'Institut Makanda Kabuki. Il fallait un grand discours du ministre, n'est-ce pas, de la communication. Le ministère de la communication, qui était présidé par M. a fait appel à nous. Côté, mais mes conseillers sont partis, c'est d'abord concevoir le discours. Et j'ai le discours avec moi. Et nous avons conçu un grand discours sur les relations entre l'authenticité et l'information. J'ai le discours avec moi. Le ministre pas un discours de communication du ministre de Jour, mais c'est nous qui avons participé à ça. En 75, en février 75, il y a eu une grande réforme de la presse congolaise. Eh bien, le document des bases philosophiques sur la réforme de la presse congolaise a été conçu par nous. l'IFASIC? Oui, par nous. C'est nous qui avons préparé des documents philosophiques, n'est-ce pas? Et on a convoqué à partir de ces documents le ministère de l'information qui était présidé par Charles Bokonga a convoqué un séminaire de tous les éditeurs enseignés du 23 au 25 janvier 1975. On a décidé de la réforme de la presse congolaise. Oui, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Une dernière question avant de se séparer. Si aujourd'hui, Dieu décide que vous quittiez ce monde, quel sera votre souci à l'un des objectifs que vous n'avez pas atteints? Mon principal souci, c'est celui de l'espace. Il y a actuellement des centaines de milliers de jeunes gens qui veulent venir à l'IFASIC pour faire la communication. Mais il n'y a pas d'espace. Mon plus grand souci, si je meurs, c'est la perte à l'IFASIC par l'insouciance du ministère de l'Éducation nationale. Et quand j'ai quitté l'IFASIC, qui est 1997, j'avais confié cet héritage de terrain. Mais on n'a pas bien protégé ça. Nous avons perdu cet héritage. Et aujourd'hui, ma préoccupation, mais comment l'IFASIC va fonctionner? Il y a un grand nombre, il y a une forte pression, une forte demande
des jeunes gens, parce que l'IFASIC reste quand même le alma mater des sciences de l'information. Mais il n'y a pas d'espace. Donc, ma préoccupation, mon principal souci actuellement, c'est l'IFASIC. J'espère que les équipes, ou l'équipe actuelle et les anciens de l'IFASIC sont conscients de cette situation et pourront faire avancer, faire évoluer l'IFASIC à ma place. Fidèles téléspectateurs, chers internautes de Picambie Télévision, on est arrivé à la fin de notre émission PIC Historia. Je vous rappelle que notre invité d'aujourd'hui, c'était l'initiateur et le concepteur de l'IFASIC, de l'ISTI à l'époque, aujourd'hui IFASIC, le professeur émérite Malembe Tamandiaï. Quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de s'abonner sur votre chaîne Picambie Télévision. Je salue le coordonnateur Pascal Fomotouké Bamo, le caméraman John Tete et toute équipe technique rédactionnelle de Picambie Télévision. Quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis et au revoir. Vraiment la guerre ce n'est pas bon. Ninga eso qui a sali. Il faut ça servir.